Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maya Termination de la section Viso à Vive. Maya, bonjour. Bonjour Lise. Alors, le thème aujourd'hui, l'Amérique de Trump tourne le dos à la discrimination positive ? Oui Lise, et l'Amérique pourrait peut-être entraîner d'autres pays dans son sillage. Alors on savait Donald Trump très opposé à ces mesures. Dès son arrivée au pouvoir en janvier 2025, il signe d'ailleurs un décret rendant illégales les pratiques relevant de la DEI, donc DEI pour Diversity, Equity and Inclusion, donc diversité, équité et inclusion. Ce qu'il dénonce, c'est la lutte contre les discriminations de genre, d'origine ethnique, etc., au nom de ce qu'il appelle une égalité stricte entre les personnes. Mais l'administration américaine ne s'arrête pas là, car ces dernières semaines, son ambassade à Paris a demandé à des entreprises françaises de certifier qu'elles ne disposaient pas de ces programmes dits DEI, créant ainsi, comme le titre Le Monde le 6 avril, un embarras des entreprises françaises face à la croisade anti-diversité de Donald Trump. Alors pour en discuter, nous recevons Laetitia Vito. Laetitia, bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, vous êtes autrice, vous êtes aussi conférencière sur les évolutions du monde du travail avec une perspective féministe. Vous animez 2 podcasts, l'un qui s'appelle Nouveau Départ et l'autre plus récent, Vieilles en puissance. Vous avez écrit 4 ouvrages, dont le dernier sorti en 2022 s'intitule « En finir avec la productivité, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail ». Alors, Laetitia, dites-nous d'abord, question de base, pourquoi ces programmes DEI ont-ils été mis en place aux États-Unis et comment ils fonctionnent ? Ils ont une très longue histoire. En fait, on peut la retracer à la fin de l'esclavage et un siècle après la fin de l'esclavage. Pendant un siècle, ont perduré des pratiques qui privaient les Noirs américains, donc descendants d'esclaves ou anciens esclaves, d'un certain nombre de droits. L'accès à la propriété, le fait d'avoir le droit de vivre là ou là, de se déplacer librement et de voter. Et donc, malgré l'inscription dans un amendement à la Constitution de la fin de l'esclavage, pendant un siècle, ça a perturbé sous des formes insidieuses. Petit exemple rigolo, si je puis dire, on empêchait les Noirs une grande partie des Noirs de voter dans les États du Sud des États-Unis avec ce qu'on appelait la clause du grand-père. C'est-à-dire qu'il fallait avoir un grand-père inscrit sur les listes électorales pour avoir le droit de voter. Or, évidemment, il n'y avait pas de grand-père inscrit sur les listes électorales puisque les grands-pères en question, la plupart du temps, avaient été des esclaves. Donc voilà, c'était tout un tas de choses comme ça. Et il y a un grand mouvement des années 60 pour les droits civiques avec le président Johnson qui a mis en place un certain nombre de lois visées à mettre fin à ces pratiques discriminatoires plus ou moins insidieuses pour donner enfin des droits aux Noirs américains. Et puis ça s'est étendu à d'autres catégories de population, dont les femmes, parce qu'il y avait aussi un fort mouvement féministe pendant cette décennie-là. Et puis ça a inspiré les organisations, y compris privées, à faire de même, c'est-à-dire à mettre en place un certain nombre de mécanismes correcteurs des discriminations et des inégalités. Donc Johnson, il a créé par exemple cette agence fédérale, le EOC, Equal Employment Opportunity Commission, qui visait à traquer tout ce qui n'allait pas, toutes les pratiques discriminatoires qui perduraient. Donc ça a été une grosse avancée, en tout cas, pour donner un certain nombre de droits à des catégories qui avaient été complètement privées de droits, y compris du droit de vote. Alors justement, là c'est pour les États-Unis, on a compris. En France, il n'y a pas directement eu l'esclavage des Noirs. Alors comment lutte-t-on en France et lutte-t-on contre ces discriminations ? Alors en France, on n'a jamais eu l'équivalent de ce qu'on appelait dans les années 60 et après la affirmative action, l'action affirmative. Je dis bien action affirmative parce qu'on l'a traduit d'emblée en France, on a traduit la réalité américaine par discrimination positive. Le mot positif a beau être positif, discrimination ne l'est pas. Donc c'est toujours une expression ambigu, un petit peu ambiguë qui laisse entendre qu'on pratique une discrimination inversée.
Et donc en France, ça a été quasiment décrié dès le début. Et puis, il n'y a jamais eu cette réalité-là parce que on se refuse depuis Vichy à collecter des données trop précises sur les individus, Sur les l'origine origines des gens, ethnique, les oui. origines, etc. La couleur de peau, des choses Bien comme ça. sûr. Donc on n'a pas ces données et on n'a jamais mis en place de politique visant à rectifier des discriminations dont on sait pourtant aussi, enfin, en tout cas, les chercheurs savent qu'elles existent aussi. Donc, les seules choses qui ont été mises en place, c'est des choses concernant la parité, avec depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, et en particulier depuis 2011, avec la loi Copé-Zimmermann, des quotas pour les conseils d'administration, pour avoir plus de femmes dans les conseils d'administration. Et puis, depuis là aussi une bonne vingtaine, voire trentaine d'années, voilà, l'idée qu'il faudrait avoir une meilleure représentation des personnes en situation de handicap. Donc, c'est sur ces deux volets que les entreprises et toutes les organisations, y compris publiques, ont des comptes à rendre et comptent, justement. Par ailleurs, la discrimination, elle est théoriquement interdite par la loi, toute forme de discrimination sur la couleur de peau, sur l'orientation sexuelle, etc. Mais évidemment, il faut pouvoir prouver qu'elle est là, qu'il y a discrimination, donc Oui. c'est plus compliqué. Donc il y a un recours en cas de contentieux qui est possible. Donc il y a quand même un arsenal législatif, mais qui met le sujet de manière, qui fait peser sur les personnes qui sont victimes de discrimination la responsabilité finalement de Oui. prouver qu'elles sont D'accord. victimes de discrimination. C'est un petit peu différent de l'arsenal américain de l'affirmative action. Je voudrais juste revenir une seconde sur les États-Unis. Il y a quand même eu la lutte pour les droits civiques dans les années 60. Exactement, bah oui, c'est ça. C'était un siècle après la fin de l'esclavage, cette revendication de mais finalement, comment se fait-il qu'on en est toujours là? Comment se Mais fait-il c'est ça, que voilà. nous, on n'ait pas le droit d'habiter là et là? Il y avait dans le monde de l'immobilier, dans les débuts des années 60, des pratiques absolument choquantes qui permettaient aux propriétaires d'empêcher les Noirs d'accéder à la propriété parce que la liberté contractuelle fait que on voulait pas le Noir dans le quartier, par exemple. Oui. Et donc, par exemple, le père de Trump, à l'origine de la fortune de Trump, qui était dans l'immobilier, avait ce genre de pratique. Il y a eu des D'accord. procès plus tard, à la fin du XXe siècle, contre le racisme de la famille Trump, du père Trump, Fred. Donc, vraiment, on est complètement là-dedans. D'accord. Et finalement, il continue. Et Maya. Alors donc là maintenant qu'on comprend mieux en fait les différentes nuances, à savoir la discrimination négative interdite par la loi et puis après la possibilité de mettre en place des mécanismes au-delà pour compenser des inégalités de fait qui resteraient malgré la loi, si je résume un peu, ou en tout cas en France. Et donc en France qui se limite à la parité, donc sur les sexes et puis sur le handicap, en tout cas formellement dans la loi. Moi, je voudrais avoir votre avis sur les critiques envers ces mécanismes alors de discrimination positive ou d'action affirmative. Voilà, il n'y a pas de bonne traduction en français. C'est-à-dire, quand on est un homme blanc, hétérosexuel de moins de 50 ans, est-ce que vous comprenez que ces dispositifs puissent être mal perçus? Par exemple, dans une entreprise, qu'un homme blanc hétérosexuel de moins de 50 ans se dise « mais j'ai moins de chance en fait d'accéder à un poste de direction parce qu'il y a des quotas, parce qu'il y a tel mécanisme législatif ou mis en place par l'entreprise ». Il s'est produit une sorte de tour de passe-passe idéologique qui a transformé la affirmative action en discrimination contre les hommes blancs mainstream. Et c'est un tour de passe-passe parce que d'un point de vue statistique, d'un point de vue de la réalité des organisations, de la société, non, il n'y a pas de discrimination contre les hommes blancs. En revanche, il y a bien un ressentiment des hommes blancs, un ressentiment croissant qui fait le lit du Parti républicain, qui a fait une grande partie du succès de Donald Trump. Et ce ressentiment, il est réel et il est basé sur un déclin de la classe moyenne américaine, sur une quasi-disparition des bons emplois de type industriel, sur l'affaiblissement des syndicats et de la négociation collective. Et donc, il y a, bien au-delà de la Rust Belt dont on parle dès les années 90, toute une frange de la population américaine, de ces hommes blancs dont les emplois sont moins bons, dont les rémunérations se sont tassées, dont les protections qui étaient celles qui étaient offertes par les syndicats ont progressivement disparu et l'impression d'avoir perdu du terrain. Et ça, c'est une réalité.
Et c'est surtout une réalité qui a des conséquences politiques et idéologiques très fortes. Et donc, en fait, si je caricature un peu ce que vous dites, finalement, l'affirmative action est devenue un peu le bouc émissaire de ces vraies souffrances, en fait, de toute cette classe. Mais si on revient à la France, tout de même, c'est vrai que si on prend les cas individuels, on se dit, si on favorise les femmes, je prends la différence femmes-hommes, par exemple, dans une entreprise. Il y a les quotas dans les conseils d'administration, par exemple. Si moi, je suis un homme et je veux accéder à un conseil d'administration, eh bien, je vais peut-être être défavorisée, avoir moins de chance parce qu'on va essayer de pousser une candidature féminine pour satisfaire un quota. Qu'est-ce qu'on répond à ça, en fait ? Alors, c'est pas complètement juste parce que le plus souvent, pour satisfaire un quota, on a rajouté des chaises plutôt que remplacer des hommes par des femmes. Donc ça s'est pas fait de manière si c'est pas éthique. Voilà, et souvent ça a permis d'ailleurs de monter assez rapidement. On a effectivement rajouté des chaises autour de la table. Ce qui en soi est déjà critiquable. Donc c'est pas tout à fait juste. Et ensuite, oui, en effet, si tant est que dans certains domaines, il y a un nombre de places limitées et il y a plus de femmes, ça veut dire qu'effectivement, il y a moins d'hommes qui y accèdent. Mais le postulat ou l'idée de dire que c'est parce qu'il y a de la discrimination contre les hommes repose sur l'idée qu'il y en avait pas avant. Qu'il n'y en avait pas contre les femmes. Donc c'est une espèce de renversement. En fait, parce pour que vous, c'est le rétablissement et c'est la rectification d'une discrimination préexistante et non pas la création d'une nouvelle discrimination envers les hommes. Voilà, exactement. En fait, les femmes ont été empêchées d'accéder à un certain nombre de postes. Oui, mais ces empêchements, ils sont invisibles. Donc, en fait, c'est difficile. Il était à l'époque visible. Oui, mais maintenant, c'est invisible. Oui, mais on le savait. On le savait, bien sûr. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est invisible. Et mes collègues me disent, mais en fait, personne n'empêche les femmes d'aller au conseil d'administration. Donc pourquoi mettre un quota, en fait ? Et ça, je trouve que c'est assez difficile d'avoir cet argumentaire, de discuter sur cette base, en fait. Je trouve que c'était très difficile il y a une quinzaine d'années. L'idée des quotas allait tellement à l'encontre de cette méritocratie, de cet universalisme qu'on idéalise, j'ai envie de dire à juste titre, c'est une belle idée, ce sont des belles idées. Et je trouve qu'on a fait du chemin. On a fait énormément de chemin parce que depuis... une bonne vingtaine d'années, l'économie comportementale a vraiment mis en lumière les biais cognitifs, les mécanismes de la discrimination. Ça, c'est vraiment l'héritage intellectuel, je dirais, de ces années d'EI. C'est des scientifiques comme Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel en 2002, le Thinking Fast and Slow, ce livre monument qui nous montre justement comment, finalement, on en arrive à discriminer. Et donc, l'idée de la méritocratie, qu'on peut toujours continuer à aimer, on sait qu'elle n'est pas une réalité sociale dans les organisations. Et je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, les quotas, par rapport à il y a 15 ans ou 20 ans, sont acceptés comme un moyen transitoire pour faire arriver des nouvelles générations faire de un femmes, appel en d'air, l'occurrence, en fait. voilà, exactement, pour qu'il y ait une méritocratie qui inclut tout le monde. Alors justement, quel bilan tirer des mesures de lutte contre la discrimination au travail, à la fois aux États-Unis et en France? Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ce qui a marché, alors d'abord, oui, cet héritage, ce bilan intellectuel. Donc, on sait que la méritocratie ne marche pas toujours, même si on voudrait qu'elle marche. La deuxième chose, c'est que le partage des postes de pouvoir dans certaines instances et institutions a progressé. Alors, aux États-Unis, par exemple, tous les postes public, l'emploi public, c'est beaucoup diversifié. Donc, les Noirs sont tout à fait bien représentés, voire surreprésentés parmi les fonctionnaires américains, dans les agences, dans beaucoup de types d'emplois, y compris les marchés publics sont soumis à un certain nombre de règles. Et pour ouvrir un marché public, il faut avoir des mesures. Il fallait, avant Trump, avoir des mesures qui permettent de valoriser des petites entreprises avec des fondateurs issus de la diversité. Donc ça a bien progressé quand on regarde les conseils d'administration, quand on regarde les postes de dirigeants, les cadres. En France aussi, il y a beaucoup plus de femmes, en particulier depuis Copé-Zimmermann, qu'avant. Donc ça a marché. En revanche, on voit les limites dans le reste de la société. C'est qu'il n'y a pas d'effet
comme on dit en anglais, trickle down, hein, d'effet De ruissellement. de ruissellement, ruissellement. voilà, et que en bas, voilà, l'essentiel des métiers reste non mixte, l'essentiel du travail non rémunéré, du care, est dans les mains de quelques-uns, des femmes en particulier. On voit qu'il y a une forme de ségrégation, y compris aux États-Unis, géographique, c'est-à-dire qu'il y a des endroits, des villes où finalement on ne peut plus accéder quand on n'a pas les moyens, qui se fait par l'argent, mais dont le résultat, d'un point de vue visible, fait que les inégalités semblent au moins aussi fortes qu'elles ne l'étaient dans les années 60. Et de manière un peu perverse, la montée des programmes de DEI, de DEI, s'est accompagnée, je l'ai dit tout à l'heure, d'un affaiblissement des syndicats, mais aussi d'un affaiblissement de la fiscalité redistributive, des services publics, qui fait que d'un autre côté, voilà, on a d'autres mécanismes d'inégalité qui sont plus forts. Et donc c'est un petit peu comme, je sais pas, une forme de maquillage. On maquille les inégalités avec des programmes de DEI en se donnant bonne conscience, mais derrière, l'ensemble de la société voit augmenter des inégalités très fortes entre les catégories de population. Et alors, dans cette rubrique un peu qu'est-ce qui marche pas, est-ce que les femmes, alors, je reprends l'exemple des femmes, mais en fait ça pourrait être n'importe quelle minorité ou catégorie discriminée, puisque les femmes ne sont pas une minorité, est-ce que leur candidature est dévalorisée? À savoir, est-ce que vous trouvez qu'on, dans le discours, on va dire, elles sont arrivées là parce qu'elles sont des femmes et pas parce qu'elles sont compétentes? Alors, on l'entendait beaucoup, on l'entend encore, cette idée-là, cette idée que les femmes qui sont là, alors avant, c'était la promotion canapé, donc si elles sont là, c'est que forcément, elles ont couché. C'était horrible, cette expression. Et maintenant, c'est la promotion quota. Voilà, si elles sont arrivées là, c'est parce qu'elles ont été boostées, elles ne peuvent pas y être arrivées par leur mérite. Donc, c'est le reflet de ces préjugés, stéréotypes qui étaient dominants jusque-là. Je trouve, moi, qu'ils s'affaiblissent en France, malgré le contexte de backlash que l'on vit, parce que les postes de pouvoir sont quand même un peu mieux partagés, qu'il n'y a plus une seule femme. Quand on avait ce phénomène de la femme au milieu d'un groupe d'hommes, ça existe encore dans plein de domaines, mais c'est moins courant. C'est pas le concept de Blanche-Neige ou... Alors, il y a deux choses. Il y a la Schtroumpfette. Ouais, c'est ça. Le syndrome de la Schtroumpfette. Donc, c'est celle qui est toute seule, qui représente la femme. Voilà. Donc, il y a évidemment une essentialisation qui nourrit les stéréotypes. Oui. Et puis, il y a un autre concept américain qui est le tokenisme, qui était beaucoup utilisé dans la lutte contre le racisme. Dire que quand vous êtes le seul noir dans la pièce, on projette sur vous énormément de stéréotypes. Vous incarnez, vous défendez votre race, entre guillemets. C'est le mot américain. Et donc, forcément, ça crée une situation où vous ne pouvez pas lutter contre les stéréotypes parce que vous êtes tout seul, en fait. Et bien tout seul, sûr. on ne peut pas faire grand-chose. Alors... il y a un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Je pense qu'on n'aura peut-être pas le temps, mais il faudra peut-être que ça fasse l'objet d'une autre émission. Avec plaisir. Lise. C'est toujours dans la rubrique des discriminations, mais en ce moment, vous travaillez sur un autre type de discrimination, qui est la discrimination sur l'âge dans le monde du travail. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, du point de vue même personnel, je me dis, à chaque fois que je ne comprends pas quelque chose de technologique, même un nouvel outil sur mon ordinateur, je me dis, mais mince, si je suis déjà comme ça maintenant, je vais passer pour la vieille du service, en fait. Et je trouve que ça, vraiment, la discrimination sur l'âge, alors même qu'on demande aux gens, et je peux le comprendre du point de vue budgétaire, qu'on demande aux gens de travailler plus longtemps, comment on fait pour pas être discriminé, en fait, sur l'âge, de pas être mis au placard voilà, donc est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Ce sera forcément réducteur et peut-être qu'on vous fera revenir pour en parler plus longuement, mais avec grand plaisir. J'écris un livre en ce moment sur l'âge et le travail, avec cette idée que finalement l'agisme, c'est le premier critère perçu de discrimination, puisqu'il est plus universel, parce qu'on a toujours tous le mauvais âge. Donc quand on est, et surtout quand on est une femme, quand on est trop jeune, on n'est pas crédible, on n'est pas perçu comme étant compétente, pas suffisamment expérimentée. Quand on a la trentaine ou qu'on s'approche de la trentaine, on peut être enceinte, c'est pas terrible non plus. Si on l'est pas, on est essoré par des rythmes de travail très intenses et on peut tomber dans du burn-out. Et puis passer la quarantaine, c'est-à-dire alors qu'il reste encore 25 ans ou 30 de carrière, on vous suppose, comme tu le disais Maya, déjà un peu périmé, pas adaptable, pas à jour sur les nouvelles technologies, etc. Et donc, on arrive à une situation où quand vous êtes jeune, vous attendez longtemps avant d'avoir le bon emploi, puis on vous essore au milieu tout en vous discriminant si vous êtes susceptible d'avoir des enfants, et puis très très vite, on vous juge, on vous appelle senior, et vous êtes susceptible soit de rencontrer un énorme plafond de verre, soit de
d'être en chômage de longue durée, soit d'être Mais alors, est-ce que justement, ce ne serait pas plutôt une question de formation et pas une question de discrimination par l'âge? Formation des individus? Oui. Alors, formation dans les divers domaines dans lesquels les personnes travaillent. Alors en fait, les femmes de 50 ans ne sont absolument pas incompétentes en technologie, ni moins capables de travailler, ni moins adaptables. C'est que ces préjugés qui sont peut-être nés de l'émergence d'Internet à une époque où c'était très générationnel, c'est-à-dire tout le monde ne l'utilisait pas. Bien sûr. C'est absolument pas vrai aujourd'hui. Les femmes qui ont 50 ans aujourd'hui... Ouais, elles ont utilisé... Tout le monde est sur Internet. Voilà, oui. donc il n'y a absolument pas de fondement là-dedans. En revanche, la formation tout au long de la vie pour tout le monde, oui, parce qu'on est dans un monde du travail Bien sûr, qui change et qui évolue très rapidement. Donc moi, j'essaye de me battre contre ce cliché ou ce récit décliniste qui est la population vieillit, on va vers le déclin, tout va mal, etc. Parce qu'en fait, il y a tellement de leviers qu'on est capable d'activer aujourd'hui pour mieux faire travailler les jeunes, pour moins essorer ceux du milieu pour qu'ils puissent durer plus longtemps, pour avoir moins d'usure, moins d'épuisement professionnel, et puis pour durer et être valorisé dans les 20 dernières, 25, 30 dernières années de sa carrière. Et si on arrive à faire ça, les organisations n'auront plus de pénurie de travailleurs ou de difficultés de recrutement, et les femmes n'auront pas moins 40% de pension de retraite au moment où elles arrivent à la retraite. Donc on a des tas de leviers à activer aujourd'hui pour avoir une vie de travail qui est plus durable, qui tient, où on peut tenir sur la durée. Moi, j'aime bien finir sur une note positive. Merci beaucoup. Maya, au niveau de la Viso. Oui, quelques mots sur la Viso. Donc, comme vous le savez, tous les vendredis à 12h15, place du Trocadéro, le CRIF et la Viso tiennent un rassemblement pour sensibiliser sur la libération des otages. Donc, c'est à 12h15, ça continue pendant les fêtes. Ça s'appelle les Mères de l'Espoir et nous vous attendons nombreux. Ouais, on continue à y aller. Malheureusement, si j'ose dire, et heureusement parce que ça existe. Et puis, on va sur le site de la Viso quand on veut avoir des informations sur toutes les activités. Tout à fait. Merci beaucoup, Maya Termination. Merci à vous, Laetitia Vito. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci. Merci beaucoup.